Bonjour, bienvenue sur le plateau du Siècle Vert sur le Salon de l'Agriculture. Une nouvelle émission pour parler aujourd'hui de quel jardin, mais quel jardin sans produits de synthèse. Et pour répondre et pour débattre sur cette question, je suis en compagnie de Sylvie Ligny, présidente de la JJH et créatrice du magazine du MOOC Garden Lab, journaliste. Et nous avons 3 invités sur le plateau. Je vais commencer par Nicolas Marquet, directeur général de l'UPJ. L'UPJ, c'est l'Union des entreprises pour la protection des jardins et des espaces publics. Bonjour. Bonjour à tous. Nous avons aussi Thierry Régnier. Thierry Régnier est jardinier formateur depuis très longtemps, expert en arboriculture fruitière. Et bien sûr, il va nous parler du jardinage bio et de toute son expérience. Je sais qu'il a aussi beaucoup travaillé sur les huiles essentielles, qui sont des produits que l'on connaît encore mal, mais qui ont des effets très importants. Bonjour. Bonjour. Et 3e invité, Jean-Jacques Fasquelle, maître composteur, grand spécialiste du compostage, consultant formateur en prévention des déchets, qui va sortir bientôt un livre qui s'appelle Composter en livre chez Rustica Éditions, et président de Compost à Paris, tout un programme, et qui fait aussi d'autres choses, en particulier sur le jardinage biologique et dans les jardins partagés. Voilà, nos 3 invités sont sur place, prêts pour parler sur quel jardin sans produits de synthèse. Et avant de démarrer, il faut que tu te présentes quand même. Alain Delavie, mondialement connu, directeur de rédaction de Rustica. Voilà, mais on va attaquer tout de suite sur ce sujet très important, puisque vous le savez tous, depuis le 1er janvier 2017, tous les produits phytosanitaires de synthèse, donc chimiques, sont interdits dans les espaces verts. Et 1er janvier 2019, ce seront les jardiniers qui vont être, pour ceux qui l'utilisent encore, vont être privés des produits de synthèse. Alors, un petit point sur la loi, sur ce qui se fait aujourd'hui. Nicolas Marquet. Et peut-être ce qu'est un produit phytosanitaire aussi. Qu'est-ce qui rentre dans le cadre de la loi? Alors, donc, les produits phytopharmaceutiques, puisque c'est le terme exact, ce sont donc l'ensemble des solutions qui peuvent être utilisées pour lutter contre les ravageurs, pour lutter contre les maladies ou pour maîtriser les adventices dans les jardins, dans les espaces publics et plus généralement dans les parcelles agricoles également. Donc ça, c'est clairement, ce sont des produits qui sont très réglementés, qui sont évalués et qui sont autorisés par les autorités avant leur mise sur le marché. Le contexte particulier sur lequel on peut revenir, puisque Alain, vous nous avez parlé de 2017-2019, mais on est en 2018. Donc peut-être que pour les jardiniers amateurs, c'est déjà bien de leur rappeler ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas aujourd'hui, avant d'envisager les perspectives. Donc effectivement, pour les jardiniers amateurs, depuis le 1er janvier 2017, la vente des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels ne peut plus se faire en vente libre. C'est une vente dite assistée, mais elle est toujours possible. Elle est donc derrière un comptoir, à l'exception d'un certain nombre de produits, dont on reviendra plus tard, les produits de biocontrôle, les produits utilisables en agriculture biologique notamment. Au 1er janvier 2019, les produits conventionnels, dits de synthèse, donc, ne seront plus autorisés à la vente. Il restera en revanche toutes les exceptions que je vous ai listées, et donc un jardinier pourra continuer à utiliser des solutions parmi les produits de biocontrôle, les produits utilisables en agriculture biologique, les substances de base également, et des produits qualifiés à faible risque. Voilà. Très bien, donc ça veut dire aujourd'hui sans produits de synthèse, effectivement. Alors on peut se poser 2 questions, sans produits de synthèse, et on passe sur des produits dits biologiques ou des produits de biocontrôle, et on reviendra sur la définition de ce qu'est un produit de biocontrôle. Et l'autre éventualité que l'on peut aussi envisager, et je ferai intervenir tout à l'heure Karine Mocotel, qui est la chef de service jardin, sur un jardin sans produit du tout, c'est-à-dire des méthodes qui permettent d'éviter de traiter, même avec des produits bio. Oui, parce que, enfin, juste quelque chose aussi, c'est de se dire demain quel jardin finalement. Ça va peut-être faire évoluer la notion de jardin telle qu'on la connaît aujourd'hui, en dehors du jardinage et de la pratique du jardinage en tant que tel. Tout à fait. Thierry Régnier, qu'en pensez-vous? Quelle est votre expérience déjà? Je sais que vous êtes déjà passé sur des produits totalement bio et des méthodes totalement bio depuis très 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 longtemps. Oui, effectivement. Puis on a eu l'occasion de faire des tests avec le soin aux huiles essentielles de plantes sur les arbres fruitiers, sur un verger dans une école. Donc 3 ans d'expérimentation
sur un verger qui est dans un sol qui n'est pas très adapté aux fruitiers. Et on a vu des résultats assez impressionnants sur la résistance des plantes, en fait, parce que l'idée, c'est pas de traiter, l'idée, c'est d'induire à la plante des réflexes de défense naturelle et plutôt travailler avec des troubles, des parasites, en mettant des odeurs qui va un peu leur faire perdre leurs repères en réalité. Oui, parce que les huiles essentielles, ce sont des produits, donc, des produits d'origine naturelle que l'on utilise soit pour stimuler la défense des plantes, soit pour repousser, c'est comme ça que vous les avez utilisés, ou vous avez d'autres pour repousser les ravageurs? Oui, pour repousser les ravageurs, en fait, on parle d'insectifuges. Par exemple, pour le ver de la pomme, le Carpocaps, et quand on avait une grosse attaque, on pulvérisait des huiles de citron de façon en fait à troubler leurs repères naturels. Il y a eu aussi des essais qui ont été faits avec du sucre il y a quelques années par l'INRA entre autres. Et moi je connais un arboriculteur qui l'avait testé bien avant. En fait, le fait de mettre du sucre sur toutes les parties de l'arbre empêchait le Carpocaps de retrouver la pomme et donc de pondre directement dessus. Mais est-ce que ce sont des manières de faire différentes quand même? Parce que là, vous parlez de sucre, d'emploi de sucre. On l'emploie comment le sucre sur un verger? C'est par pulvérisation. Même les huiles essentielles ont travaillé par pulvérisation, comme au même titre qu'un produit phyto en fait. Et voilà quoi. C'est juste un peu, on retrouve un peu aussi ce qu'on trouvait dans les potagers dans le temps, les associations de légumes et de fleurs entre eux, quoi. Voilà, c'est créer des leurres, des troubles, empêcher le parasite d'avoir ses repères naturels. Bien. Jean-Jacques Fasquelle, vous, un jardin sans produits de synthèse, qu'est-ce que cela vous inspire? Qu'est-ce que vous faites déjà depuis pas mal d'années? Alors déjà pour moi c'est un peu une évidence. Rappelez quand même que le temps de la chimie de synthèse, c'est un petit temps court dans l'histoire. On a fait 100 avant, on fera 100 après, et beaucoup font déjà 100 de toute façon aujourd'hui. La plupart des jardins partagés à Paris par exemple, les jardins partagés à Paris n'utilisent pas de chimie de synthèse. Donc ensuite je pense qu'il faut revoir la philosophie du jardin. Moi je crois beaucoup à cette image d'un peu de la médecine chinoise du sol. C'est parce que le sol est bien nourri que les plantes sont aussi moins malades. Donc il faut faire du préventif. On travaille avec la nature mais pas contre. Il faut rappeler que tous ces produits de chimie de synthèse en général finissent en cide. Le suffixe cide c'est qui tue. Donc ça va éventuellement tuer une maladie mais ça a aussi bien d'autres implications sur l'environnement. Donc pollution du sol, pollution de la nappe phréatique, des dangers pour les gens qui les utilisent. Et on sait qu'en jardinage domestique, les gens ont tendance en plus à surdoser et à ne pas se protéger. Voilà, donc on sait faire sans, mais il faut repenser sa façon de faire du jardinage, repenser les espaces, et y compris dans des grands jardins. Il y a eu, il y a quelques semaines, une présentation là, du label Éco-Jardin avec des retours d'expérience, y compris de jardins de patrimoine, où on voit qu'on peut faire sans, mais on change sa façon d'envisager le jardin. Y compris sur les espèces qu'on cultive? Bien évidemment, bien sûr. Ça veut dire par exemple au potager, ça veut dire qu'on va abandonner certaines cultures légumières par exemple? Pourquoi abandonner? Une question. Non, ça fonctionne sans. Encore une fois, la nature fait bien les choses, la nature est une magicienne, mais pour peu qu'on arrive à reproduire l'équilibre qu'il y a dans la nature. Aujourd'hui, souvent, les plantes sont malades parce qu'il y a un déséquilibre. Donc, à nouveau, la prévention, c'est de faire en sorte qu'on maintienne cet équilibre au jardin. Alors, les pistes, elles sont un peu évidentes. Moi, je suis maître composteur, mais donc je veux bien sûr prôner de nourrir le sol, mais avec du compost. Ça va être de le pailler, ça va être d'associations de plantes, des plantes compagnonnes, etc., etc. Est-ce que ça passe pas également par une moindre exigence de rentabilité sur un jardin? Bien sûr, on a raisonné à l'inverse, c'est-à-dire qu'on a voulu toujours plus. Donc aujourd'hui, il faut savoir prendre ce que la nature est capable de nous donner. Il faut savoir aussi parfois même perdre un peu de sa récolte. En permaculture, on dit toujours qu'il y a une part, y compris pour la nature. Justement, sur cette alternative de jardin, sur ce jardin autrement, je voudrais faire parler Karine Mocotel qui va nous donner quelques pistes
de jardinage que l'on développe effectivement dans le magazine, mais que développent beaucoup de jardiniers au niveau des jardins partagés et dans les jardins privés. Karine. Bonjour. Alors, il y a d'autres pistes, effectivement, mais en dehors du potager et du fruitier, il y a aussi de l'ornemental. Il faut penser aux plantes hybrides qui sont créées malgré tout pour résister, qu'on ait une bien meilleure résistance. Je pense entre autres aux rosiers avec les labels ADR qui permettent d'éviter de traiter, qui permettent d'avoir malgré tout de très beaux rosiers moins malades. Il faut s'orienter sur ce type de plantes. Alors on est très à la mode sur les plantes potagères anciennes, mais certaines ont des mauvaises résistances aux maladies. On est obligé de traiter. Peut-être qu'il faut alterner entre les hybrides, les nouveaux hybrides et les variétés anciennes qui, elles, sont adaptées au sol, sont adaptées aussi à notre climat. C'est cette alternance qui va permettre, à mon avis, de se passer de tous ces produits phytosanitaires. Voilà, rosier non malade. On a vu arriver des pommes de terre naturellement résistantes au mildiou, de plus en plus, qui est quand même une des maladies qui attaque cette plante. Et puis effectivement, les alternances, donc la fameuse rotation des cultures et d'autres alternances. Merci beaucoup Karine. Merci, On va Karine. peut-être revenir sur ce que l'on parlait tout à l'heure, les produits de biocontrôle, parce qu'en fait c'est un terme qui est de plus en plus utilisé. Ce ne sont pas des produits de synthèse, c'est autre chose. Nicolas Marquet. Si vous le permettez, j'aimerais juste revenir sur les propos de mon prédécesseur concernant les produits. Je partage beaucoup des précisions que vous avez apportées. Cette notion d'équilibre, et on va y revenir parce que le biocontrôle, par définition, repose sur la question de l'équilibre des populations entre les agresseurs qui vont se réguler dans nos jardins, dans nos parcelles. Je partage également cette notion que vous avez introduite finalement qu'aujourd'hui, pour qu'une plante soit en bonne santé et qu'elle se développe dans de bonnes conditions, cela repose par bien la planter, bien la nourrir et la soigner si nécessaire avec un ensemble de méthodes, qu'elles soient ancestrales ou qu'elles soient avec des produits ajustés. Ça, c'est important. En revanche, vous avez laissé entendre quelque part que les produits que pouvaient utiliser aujourd'hui les jardiniers présentaient des risques. Dans mon propos introductif, je tenais vraiment à insister et à le redire. Ce sont des produits qui sont autorisés, évalués, réglementés et qui en France, de surcroît, bénéficient de la mention emploi autorisé pour les jardins, c'est-à-dire qu'ils ont été évalués spécifiquement pour des utilisateurs non professionnels, partant du principe qu'ils ne se protègent pas. Donc voilà, ce sont des garanties supplémentaires imposées par la réglementation française et qu'il est important de rappeler pour rassurer les consommateurs. Venons-en aux produits de biocontrôle. Alors effectivement, c'est un ensemble de méthodes de protection des végétaux qui reposent finalement sur l'utilisation de mécanismes naturels visant à réguler les populations d'agresseurs dans les parcelles ou dans les jardins et non plus à éradiquer, en tout cas à les faire disparaître totalement. Donc on est vraiment sur une notion d'équilibre. Et de facto, le jardin va être différent. Aller vers un jardinage responsable, naturel, cela nécessite évidemment d'avoir une approche différente, plus de tolérance à la présence des adventices, mais on ne peut pas nier non plus qu'il restera des problèmes de santé du végétaux à résoudre. Bien. Je pourrais donner des exemples si vous le souhaitez, évidemment. Oui, allez-y, puisque ça intéressera nos auditeurs, alors, sans problème. Les produits de biocontrôle, aujourd'hui, il y a 4 grandes catégories. Macro-organismes, micro-organismes, tout ce qui est médiateur chimique et les substances naturelles. Alors je vais essayer d'être très descriptif pour donner des exemples que les jardiniers amateurs peuvent connaître. Les macro-organismes, le plus connu, c'est la coccinelle, voilà, qui est utilisée de très longue date, puisque les coccinelles, et notamment les larves, mangent les pucerons qui colonisent certaines de nos espèces légumières et fruitières. Les micro-organismes, ça peut être par exemple l'utilisation... on connaît très souvent dans nos métiers du Bacillus thuringiensis. Donc c'est une bactérie qui est appliquée sur les plantes et qui va être ingérée par notamment les chenilles, les pyrites du chou, les pyrales du buis. Donc elles vont ingérer ces spores de ces bactéries qui vont synthétiser une toxine à l'intérieur de la chenille et qui va aboutir à la destruction de la chenille qui attaque dans le cas contraire les ravageurs. Des substances naturelles, un exemple qui est aussi relativement connu, c'est le phosphate ferrique qu'on utilise dans le jardin aujourd'hui pour réguler les populations de limaces. Voilà. Je pense que ceux qui ont été confrontés à des attaques de limaces sur leur salade ont pu, notamment lorsque les infestations sont importantes, avoir recours à ces solutions ou à d'autres. Je pense notamment à la bière qui est connue aussi pour avoir une possibilité d'utilisation pour résoudre les problèmes liés à la présence de limaces. Le dernier, c'est un exemple assez original, c'est les médiateurs chimiques et l'utilisation des phéromones
donc, qui sont des produits de biocontrôle. Et les fameux pièges à phéromones qu'on utilise pour le buis, la pyrale du buis justement, et pour d'autres. Le piégeage. On parlait du carpocaps, du pommier. Le piégeage et la confusion. Et la confusion. Il y a oui. deux aspects. Le piégeage, ça va vraiment être une dimension de mettre quelques... Alors, le principe de la phéromone, d'abord, sont des substances qui sont émises par les insectes qui permettent de se reconnaître les uns les autres. Et notamment, donc, les femelles peuvent synthétiser des phéromones qui attirent les mâles, voilà, dans le process de reproduction. Et il est évident que donc, quand on veut faire du piégeage, on met en place donc, des petites capsules avec des phéromones de manière à détecter la présence des ravageurs qu'on ne souhaite pas avoir dans la parcelle ou dans le jardin. Donc là, c'est vraiment un rôle de vigie, d'observation et de se dire est-ce que j'ai un problème ou est-ce que je n'en ai pas avant de me poser la question de traiter. Alors c'est justement peut-être ça qui peut-être rebondir sur ce que vous faites parce que on est plus dans l'observation. Alors qu'avant, dans les produits phytosanitaires, on était plus j'ai un problème, j'ai la réponse et je la mets tout de suite la réponse, a priori. Donc c'est une autre manière de voir le jardin aussi, c'est-à-dire de réouvrir les yeux et de se reposer certaines questions par rapport à son environnement. Clairement, quand je disais déjà réimaginer sa vision du jardin, je prends un exemple. On a, pour la plupart des jardiniers, un sol nu, c'est formidable. Ça, c'est une hérésie. Donc aujourd'hui, tout le monde est convaincu qu'un sol nu, ça ne doit pas exister, qu'il faut le couvrir. Et puis ensuite, quand je disais de travailler avec la nature, on parlait des limaces. Alors certains vont jusqu'à, pourquoi pas, les piéger et ramasser à la main les limaces. Mais en permaculture, on dit souvent qu'un problème est une solution. Donc c'est pas qu'on a trop de limaces, c'est peut-être qu'on n'a pas assez de canards. Hein, donc à nouveau, c'est ça qui est intéressant. Il va en falloir des choses au jardin alors. Oui, mais un jardin doit être justement complètement riche. Hein, de même qu'en agriculture, la polyculture élevage est complémentaire. Moi, dans notre jardin parisien, là, en plein 12e arrondissement, on a du compost, on a des poules, on a des ruches, on a une mare et on a aussi des hérissons qui sont venus tout seuls. Et le hérisson va aussi boulotter pas mal de limaces. Malheureusement, le temps passe, donc je vais vous demander à chacun une petite conclusion. Thierry Régnier. Juste en conclusion, moi je voulais parler vite fait d'un retour d'expérience en fait. Oui. En même temps qu'on faisait le test aux huiles essentielles, on faisait aussi des tests filets anti-carpocaps. Et en fait, on s'est aperçu que sous ces filets, on avait plus de pucerons que sur les lignes d'à côté qui n'avaient pas, or qui subissaient les mêmes trucs. Et donc on s'est dit, finalement, les huiles essentielles, c'est bien, mais il faut beaucoup protéger les auxiliaires. Donc la journée, on relevait ces filets et on les redescendait le soir en partant pour qu'on ait un travail des auxiliaires. Donc c'était une complémentarité absolument essentielle qui nous a apparu là, comme ça d'un seul coup. Utiliser la biodiversité du jardin ou dans le verger. Nicolas Marquet, un petit mot de conclusion. La conclusion, c'est de dire qu'aller vers un jardinage, donc, comme je vous le disais, plus naturel est évidemment une bonne chose. Cela répond aux attentes sociétales. Cela va rendre aussi le jardinage beaucoup plus intéressant puisqu'il va falloir être plus dans le préventif, comme le soulignait Sylvie, un peu moins dans le curatif, anticiper, observer, se rapprocher de son jardin. Donc quelque part, ça va le rendre encore plus passionnant, plus technique aussi. Donc il y aura besoin d'accompagnement, de formation de tous pour que le jardinier puisse aujourd'hui finalement obtenir ce qu'il souhaite, d'avoir de la production dans sa parcelle, ce qui reste l'alpha et l'oméga. Merci. Jean-Jacques Fasquelle, un petit mot de conclusion. Ma conclusion, c'est qu'il faut respecter la nature. Il faut la respecter. Et du coup, elle nous le rendra au centuple. Hein. Voilà. Merci. Donc un jardin sans produits de synthèse, visiblement, oui. Je Il y a vais plein inviter de des pistes. canards dans mon jardin. Voilà, des poules aussi, plein de choses. Et surtout les auxiliaires. Merci à tous. Merci et beaucoup. bonne fin de journée sur le Merci. Salon de l'Agriculture et sur le studio du Siècle Vert. Merci à tous.